Ok. Les frères gallois. Denis sauce piquante. Zéro RR podcast. Rémi le guacamole. Les frères gallois. Salope de Brigitte. Zéro RR podcast. Turbo Cali. Turbo balèze. Ok. Le beurre, l'argent du beurre et le gros cul de la crémière. Salope de Brigitte. On récapépète. Zéro RR podcast. Les frères gallois. Ça claque sa mère. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Zéro RIR podcast. On s'en lasse pas quand même de ce générique. Bonjour à tous. J'ai envie de balancer une anecdote directe là. Je viens de regarder le setup des lumières et en fait on a fini d'installer il y a genre 10 secondes et on a balancé le générique. J'étais limite même pas assis quoi. Ah, moi j'ai dit Denis, c'est bon, j'envoie. Et Appuie sur Rec. j'ai regardé les lumières. Je vois que celle de Rémi, bon ça va le faire parce que Ah ouais, moi je pense qu'elle est au-dessus là. Je te l'ai dit, je la trouve un peu haute. c'est pas grave, ça marche quand même. Le résultat est bon. Mais bon, quoi qu'il en soit, voilà, toujours dans les mêmes conditions le podcast. Toujours à la bonne franquette. On n'a toujours pas mis le générique sur la table de mixage. Est-ce que c'est grave? Parce que c'est grave. Non, parce qu'en fait, c'est chiant, mais ça marche quand même. C'est Ouais. ça le truc. C'est un petit détail, mais c'est toujours pareil. Je pense qu'il faut qu'on regroupe plusieurs petits détails pour qu'on les fasse concrètement. Ouais, exactement. Mm. Mais bon, Une nouvelle arrivée quand même dans le décor du podcast. Je pensais que tu allais le voir. J'ai mis Brigitte. ah oui, t'as mis Brigitte dans Brigitte. Brigitte qui est... Brigitte. Ouais, elle est morte. Oh. Elle est morte. Pour ceux qui n'ont pas suivi, parce que du coup, je pense qu'il y a toujours des nouvelles personnes qui rejoignent le podcast. Brigitte, c'est mon Cookéo que j'ai acheté genre pour 30 balles sur le Bon Coin il y a, je sais pas, 3-4 ans. D'ailleurs, si vous voulez faire des bonnes occasions, le Bon Coin pour que ce soit des Cookéo, des air fryers, ce genre de choses, il y a vraiment des pépites. Et du coup, moi, j'avais trouvé un Cookéo. Donc, en plus, c'est la version Connect, tu vois. Donc, elle fonctionnait en Bluetooth. Enfin, elle fonctionnait en Bluetooth. Et, C'est bien d'en parler au passé. et du coup, ouais, là, elle m'a chié dans les doigts il n'y a pas si longtemps. Elle avait commencé à me chier dans les doigts pendant une vidéo où elle fermait plus très bien. Enfin, bref. On l'avait entendu pendant aussi un épisode du podcast. Ouais, elle était en fin de vie. Ça faisait un moment que j'en parlais. Et là, du coup, on lui a rendu hommage. Et elle est dans le décor. Voilà. Je me dis... Imagine la personne qui se dit tiens, un podcast muscu, je vais écouter. De Brigitte, d'un Cookéo. Il commence par le dernier épisode, il se dit c'est pas du tout un podcast muscu. Ils ont lié des émotions à une machine. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ouais, et là, il se barre et il nous met 0 étoile sur 5. Non, on tient à garder nos 5 étoiles. D'ailleurs, Ouais. continuez de mettre vos avis sur Spotify, même sur YouTube aussi. On a 1400, je crois, avis. 5 étoiles sur Spotify, bordel. Ouais. Continuez à mettre des likes aussi, des commentaires sur Spotify, sur YouTube. Échangez avec nous, c'est toujours très passionnant. Et vous nous faites toujours des retours ultra enrichissants sur le podcast. Là, il y a également l'autre podcast aussi qu'on a, le Stepcast, qui est en pause. C'est vrai que celui-ci, on ne s'est pas dit qu'on était régulier. On s'est dit, dès qu'on a un épisode à tourner, on le tourne, qui est un peu plus orienté dev perso. Et sauf quand c'est Rémi qui fait des épisodes. Non, mais en plus de ça, il faut dire que du coup, le concept du Stepcast, c'est de marcher. Alors, soit on marche dehors, soit on marche sur les tapis du gym. Donc, dans le prochain Stepcast, si on le fait sur le tapis du gym, il y aura aussi un nouvel environnement parce que il y avait un mur. Enfin bref, on a réorienté un petit peu les tapis, ce qui donne une nouvelle vue. Donc voilà, un petit peu de teasing pour le prochain Stepcast qui sortira, je ne sais pas quand. En fait, faut le tourner. Je pense qu'il fait beau. Là, j'ai quelques idées, donc le Stepcast aussi va bientôt reprendre. Les idées, c'est pas ce qui manque. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va vous parler, on va dire un peu le retour de la série où on parlait des erreurs qu'on a faites. On va vous parler de ce qu'est une vraie série en musculation. Ouais, et vrai, il faudrait le mettre en majuscule, comme ça fait un peu style. Le titre est toujours en majuscule. Ah ouais, c'est vrai. Tu le saurais si tu regardais un peu. Non, c'est que dans ma newsletter, je mets certains mots en majuscule, mais je les mets pas tous en majuscule. Mais c'est vrai que sur le podcast, pardon, je vois. J'ai envie de balancer une autre anecdote. Là, d'un coup, je me suis dit, ça sent le cramé. Ouais, je sens. Tu sens ? Ouais, je sens. Mais qu'est-ce qui crame alors ? Oh, Je me dis que c'est moi. Je crois que c'est la X. Je me dis que c'est moi parce qu'hier, on a fait un barbecue au gym avec les membres.
Et j'ai repris le même débardeur parce que c'est pareil, j'ai mis. Ah, c'est ça. Mais ce qui m'inquiète, c'est que si toi tu sens le cramer, anime, je vais voir. Bon, fausse alerte. Ouf, c'est pas les machines. Ouais, c'était pas La X de Denis, la voiture. C'est pas Brigitte non plus. Bon, bref, et du coup, c'est pas moi qui sens le barbecue d'hier. Tu pues, mais on va dire que c'est pas ça qui sent le cramer. Exactement. Bon, quoi qu'il en soit, on va Débuter le podcast on pourra jamais avec faire la une thématique. On pourra jamais faire une intro correcte. Putain, ça m'énerve. Bref, du coup, comme on vous a dit, on va parler de ce qu'est une vraie série en musculation. C'est une question que on reçoit assez régulièrement, que je pense que ça peut être intéressant d'aborder. Et Rémi a réfléchi déjà un peu à la question. Donc, mon frère, je te laisse commencer et puis je prendrai la succession. En fait, cette question, elle émane forcément Enfin, forcément non. Elle émane d'un DM sur Insta d'une personne qui m'avait envoyé une de ses séries en me disant, voilà, est-ce que tu crois que la vidéo, je sais plus ce que c'était, je me demande si c'était pas un mouvement de presse à cuisse. Il m'a demandé, est-ce que tu crois que j'ai fait une vraie série? Donc du coup, je lui avais retourné la question, je lui ai dit, qu'est-ce que tu entends par vraie série? Et après, du coup, on s'était échangé plusieurs messages, parce que je pense que le thème est très large. On va pouvoir aller chercher plein d'aspects autour de la série, de ce qu'on peut qualifier de vraie série en fonction de l'objectif, en fonction de l'individu, en fonction de l'intensité. Mais si je devais introduire la question, je partirais plutôt d'une de mes erreurs pour reprendre un petit peu les précédents podcasts où on partait d'une de nos erreurs. Et en fait, pour moi, une vraie série, c'était avant tout une série où je mettais toujours plus lourd que ma semaine précédente. Et enfin, ça s'arrêtait là. Il n'y avait pas d'itération derrière où j'ajoutais plus d'éléments, notamment l'amplitude, notamment l'intensité, etc. Pour moi, c'était le seul facteur pour dire que j'avais fait une vraie série, c'est qu'elle devait avoir coché la case du « j'ai fait plus lourd, j'ai mis plus lourd, pardon, que à ma séance précédente ». Et pour moi, ça s'arrêtait là, où j'ai du mal à parler. Et en fait, vous allez voir qu'on va pouvoir mettre plein de choses derrière. Ouais, je pense que ça va durer un moment parce qu'en fait, là, on va se faire un petit ping-pong. Une des questions qu'on peut se poser déjà, c'est quand est-ce que commence une série parce que est-ce que ça commence à partir du moment, enfin tu vois, est-ce qu'on compte la montée en gamme? Est-ce qu'on compte la préparation mentale avant du coup la série? Est-ce qu'on... Voilà, je pense que faut qu'on découpe un peu. Il faut qu'on découpe un peu, il faut qu'on définisse un peu les choses parce que effectivement, ce qui va faire pour moi, on va dire, ce qui peut faire une grosse différence dans la réussite, par exemple, dans ce que je vais qualifier de la réussite d'une série, donc ce qui va être une vraie série pour moi, ça va être effectivement cette étape de préparation mentale avant la série. Et ça va du coup englober ça jusqu'au moment où, du coup, je vais effectivement reposer la barre, peu importe la machine, enfin bref, à partir du moment où j'ai fini mon effort. Donc en fait, une série ne commence pas quand tu commences à pousser, elle termine quand tu termines de pousser, mais par contre, elle commence avant que tu commences à t'installer. Ouais, c'est ça. On avait fait toute une suite logique pour l'échauffement en disant qu'il y avait des étapes à respecter. Pour l'étape d'une série, on va parler vraiment à l'échelle de la série parce que ce qui englobe tes séries, c'est l'exercice que tu fais. Et puis après, tu as du coup la série qui correspond à l'un des sets, l'une des séries de l'exercice spécifique. Mais ce qui est bien, c'est le côté pré, donc avant de faire ta série avec la prépa mentale. Ça, c'est quand même un aspect un peu sous-coté. Après, cette étape-là, on va dire qu'elle est à adapter en fonction de l'individu, en fonction de l'exercice aussi. Je veux dire par là que peut-être qu'on a besoin de moins de prépa mentale entre, je sais pas, un exercice monoarticulaire, style, je sais pas, un curl biceps par exemple, et un mouvement de presse à cuisse ou de hack. Je vois Denis qui me regarde avec des gros yeux qui me dit non, il y a toujours une prépa mentale à faire, etc. Mais on sait qu'au fond... En fait, c'est que ça dépend. C'est-à-dire que la préparation mentale ne dépend pas de... je pense qu'elle n'est pas dépendante de la fatigue que va engendrer l'exercice. C'est-à-dire que oui, la préparation mentale, on peut très très vite se dire un hack squat va demander plus de préparation mentale qu'une élévation latérale.
Mais en soi, pas forcément, parce que tu vois, ton élévation latérale, tu peux... Parfois, en fait, ce qui demande beaucoup de préparation mentale, c'est juste les clés sur lesquelles tu vas te focaliser. Par exemple, le fait de ne pas surutiliser tes trapèzes. Tu sais, certaines personnes vont se dire sur les élévations latérales, au lieu de chercher à monter mes mains, à lever mes mains, plutôt essayer d'envoyer les haltères vers les murs. Voilà, essayer de garder mes bras dans le plan scapulaire, tu vois. Tout ça, ça peut te demander une préparation mentale beaucoup plus importante que, par exemple, ton hack squat, où là, tu vas juste te dire, OK, j'inspire, je bloque, je descends, je pousse, tu vois. Donc, non, l'étape de préparation mentale, elle est vraiment importante pour moi parce que elle va vraiment dépendre de... je vais m'étouffer. Elle va vraiment dépendre de plein de facteurs et de là où la personne va avoir des difficultés, de ce que tu cherches à faire avec le mouvement, etc. Et elle est vraiment très importante parce que justement, si tu te mets dans ta série, genre juste pour aller dans ta série, en fait... il y a une investigation, c'est ça. Un investissement plutôt peut-être en fait, de la personne. Ça dépend aussi comment tu perçois ta série. Mais par exemple, pour moi, une série, c'est juste une chance de m'améliorer. Et c'est-à-dire que j'ai une chance, une seule, de le faire. Et je mets tout en pratique pour le faire. Quand je vois quelqu'un qui arrive sur une machine, tu sais, qui bat les couilles des réglages, qui se met dessus, il est en train de parler, limite il a encore son téléphone pendant la série, tu vois. Et tu vois, il n'est pas investi. Série Netflix pendant qu'il fait ça. C'est ça. C'est-à-dire que sa chance, il la saisit pas, tu vois. Il perd du temps même, tu vois. Il perd du temps alors que non, il aurait pu s'investir beaucoup plus. Donc ça dépend vraiment de ce que tu veux faire avec tes séries, de l'objectif de ta série, de comment tu perçois ta série. Mais effectivement, cette étape de préparation mentale avant ta série est très importante. Ce que je vais rajouter à ça, c'est que la vraie série, elle doit être aussi inscrite dans ta programmation. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à partir du moment où tu donnes de la valeur à une série, c'est que tu la qualifies comme vraie. Et donc, si elle figure dans ton logbook, c'est que tu dois y accorder une attention particulière. C'est-à-dire que tu ne vas pas noter ta montée en gamme, tu ne vas pas noter ton échauffement. Par contre, tes séries, tes vraies séries, en l'occurrence, tu vas les inscrire. Donc, si tu pars du principe que tu les notes quelque part, c'est que tu leur donnes de la value. Donc, il faut que du coup, tu lui donnes aussi tout ce qu'elle doit, quoi. Elle mérite d'être là, donc à toi de l'honorer. Ensuite, une fois que tu as fait cette phase de préparation mentale, je pense qu'une vraie série, on peut le définir comme une série qui va avoir une proximité de l'échec suffisamment importante. C'est-à-dire qu'on va faire la différence entre ce qu'on va appeler une série effective, qui va engendrer suffisamment de stimulation musculaire pour soit engendrer une croissance musculaire, soit avoir un signal suffisamment puissant pour dire à ton corps, le muscle c'est important, garde-le par exemple pendant une phase de déficit calorique, dans un but cette fois-ci de maintien de la masse musculaire. Mais après ça c'est propre, on va dire, à la disponibilité en énergie que tu vas avoir à un instant T. Et du coup, donc, ça c'est une série effective. Et de l'autre côté, on va en fait avoir une série de chauffe. C'est exactement ça, parce que il faut bien comprendre qu'une série qui est trop loin de l'échec musculaire, c'est une série d'échauffement. Oui, c'est vrai, ça va être très dur. Attention, je vais le dire quand même. Beaucoup de gens viennent à la salle et ne font que s'échauffer. C'est un fait, c'est une réalité. Non mais je l'adore, c'est mon frère. C'est vrai. Alors, encore une fois, il faut mettre une nuance. Tout le monde ne vient pas à la salle avec un objectif de progression. Mais la plupart des personnes qui viennent à la salle avec un objectif de progression, performance, etc., beaucoup ne mettent pas l'intensité nécessaire en accord avec cet objectif. Et effectivement, c'est là où c'est dérangeant quand ces personnes-là qui veulent progresser se retrouvent à faire qu'un échauffement, quoi. Je vais compléter en mettant le petit astérisque aujourd'hui, en ajoutant cette petite mention en disant qu'à partir du moment où la série est justifié par, je sais pas, un RIR ou un RPE par exemple, et que du coup la personne part d'une démarche de faire une série, je sais pas, avec 2-3 RIR, et que, encore une fois, c'est justifié par sa programmation, alors on peut la qualifier de vraie série. Ce que je veux dire par là, c'est qu'une vraie série, elle est
réfléchie, elle est mûrie par la personne qui l'a fait. Et effectivement, en fonction de l'individu, en fonction de son objectif, je ne sais pas, prenons mon exemple, je sais que sur ma première série de mon hack squat actuellement, je vais mettre des RIR, mais je qualifie ça quand même d'une vraie série. Par contre, la deuxième, je vais avoir 0 RIR, par exemple. Et par contre, encore une fois, ça sera justifié. Alors, c'est là où, effectivement, quand je dis une série effective, c'est une série suffisamment proche de l'échec. Je considère une série suffisamment proche de l'échec comme une série ayant entre 0 et 5 RIR. Donc, effectivement, Rémi, tu parles d'avoir 2 ou 3 RIR. C'est considéré comme une série effective. 5 RIR, je le considère également comme une série effective. Mais c'est là où en fait, effectivement, ça pique encore plus. Ça veut dire que beaucoup de personnes s'entraînent avec beaucoup plus que 5 RIR sur leur série. Et il faut bien le comprendre. En fait, donc, je reprends ce que je disais tout à l'heure. Tu as une chance tu te prépares sur ta série. Tu as une chance de déclencher suffisamment de stimulation musculaire pour entraîner une croissance musculaire. Et en fait, cette chance, tu vas même pas jusqu'au bout. Mais c'est-à-dire que tu as une différence. C'est un peu comme si tu faisais un marathon. Ah, j'adore la comparaison. Tu vois, c'est un peu comme si tu faisais un marathon. Tu te dis, OK, j'ai 10 km à faire. Mais tu l'as fait à vélo. Mais non, c'est... on te dit, bah voilà, si tu fais, on va dire, 75% du marathon, tu réussis. Ah oui. Tu vois, donc tu te dis, c'est même pas tu dois le faire en entier, c'est tu dois faire 75% du marathon. Bah en fait, tu t'arrêtes avant. Tu fais 50%. Donc tu fais pas le marathon. C'est ça. Mais en fait, c'est même pire que ça. On te dit, il te faut, si tu veux gagner 10 000 euros, il faut que tu fasses 75% du marathon. Parce que c'est ça. Et en fait, toi, tu vas à 50%. Tu t'arrêtes. Tu es à 25% d'avoir les 10 000 euros. Mais tu t'arrêtes. Pourquoi ? Parce que tu es une fiotte. Je te le dis. Non, il y a d'autres facteurs. Mais c'est surtout parce que tu es une fiotte. Parce que ça s'apprend, on l'a déjà dit. Oui, ça s'apprend. Je taquine parce que les gens aiment bien quand je suis piquant. Petite piquante. Et c'est exactement la même chose en fait. Quand tu fais ta série, si tu es à 5 RIR du coup au maximum de ta série, bah tu auras suffisamment de stimulation musculaire, soit pour maintenir ta masse musculaire en cas de déficit, soit pour du coup stimuler la croissance musculaire. Mais toi, tu t'arrêtes avant. Mais qu'est-ce qui t'empêche d'aller plus loin, putain ? Pourquoi tu le fais pas ? Parce que c'est dur. Parce que ça brûle. Parce que c'est difficile. Mais j'ai mal. Fiotas. Donc voilà, c'est exactement comme ça. Parce que 5 RIR, ça peut paraître beaucoup, mais moi je le vois bien quand on m'envoie des vidéos et ça rejoint. Alors on me dit pas est-ce que c'est une vraie série ? On me dit qu'est-ce que tu penses de ma série ? Bah, j'en pense que tu aurais pu en faire encore le double, tu vois. Tu m'as fait 10 reps, tu aurais pu en faire 20. Voilà ce que j'en pense. Donc oui, cette intensité, elle est relative, mais gardez à l'esprit que la fourchette de répétitions stimulantes, elle est entre 0 et 5 répétitions de l'échec. Encore une fois, parce que c'est ça aussi, on s'appelle le 0 RIR podcast. Mais c'est pas pour ça qu'il faut toujours aller à 0 RIR. Ah oui, on avait déjà dit. Et ça, voilà, on a fait plusieurs épisodes dessus. Je ne vais pas toujours à 0 RIR. Regardez mes séries, j'ai souvent 1, 2 RIR. 6. Non. Parfois, j'en ai 0. Également, je mixe, c'est un outil. C'est un outil. À partir du moment où je suis dans la bonne plage, c'est OK. Ça me permet de gérer la fatigue, ça me permet de gérer ma récupération, ça me permet de gérer ma progression. Et je manipule cet outil par rapport à ça. Je jongle entre le tournevis, la clé à molette et la clé plate. C'est exactement le même principe. Donc, oui, une vraie série sera forcément une série qui sera suffisamment proche de l'échec, c'est-à-dire comprise entre 0 et 5 répétitions de l'échec. Enfin, avec 0 à 5 RIR. Exactement. Donc voilà, on avance. Là, on vous a donné déjà pas mal d'éléments. Ce qu'on pourrait ajouter, c'est sans doute sur la standardisation de vos répétitions. Parce que bon, une série, c'est plusieurs répétitions, sinon ça s'appellerait une RM.
Oui, une single. Enfin, non, une série, tu peux faire Ouais, une série de une Une répétition. série Tu de peux une répétition, ouais, mais c'est plus une mono, ouais, bon, bref. Donc, ce qu'il faut, je pense, et ça, c'est un tiret supplémentaire pour les critères de la vraie série, c'est essayer d'avoir une standardisation sur vos répétitions. C'est-à-dire que toutes vos répétitions doivent avoir la même distance de parcours. Ah, alors tu parles de l'amplitude là. L'amplitude de travail, je parle, et on avait déjà eu un sujet de Discord par rapport à ça. Pour moi, la standardisation, c'est vraiment chercher à avoir les mêmes amplitudes de travail, aller à un point A et aller à un point B. Et ça, voilà, pour essayer d'avoir la même distance parcourue entre chaque répétition. Alors moi, j'irais plus loin que ça. La standardisation, c'est le fait d'avoir, on va dire, des répétitions identiques l'une à l'autre, excepté sur la concentrique. Une vraie série sera une série où vous allez avoir un mouvement qui va être standardisé, et ça sur chacune des répétitions. C'est-à-dire que si vous commencez votre série, c'est ce que je disais tout à l'heure, vous êtes sur la presse à cuisse, vous descendez, donc votre excentrique, elle fait 3 secondes, et ensuite, voilà, vous faites une pause en bas du mouvement et vous repoussez. Et là, ça, c'est une répétition. Faut pas que votre dernière répétition, vous descendez extrêmement rapidement, vous faites un rebond en bas et après vous poussez. Non, là, en fait, votre première rep et votre dernière rep ne sont pas comparables. On peut aussi faire intervenir la notion de rest-pause, c'est-à-dire que si tu commences ta série, que par exemple tu fais une rep, puis 2, puis 3, puis 4, et puis que arrivé à la 5e, tu fais une pause de 10 secondes où tu gardes les jambes tendues, c'est pareil, tu casses ta standardisation. Et du coup, tes répétitions ne sont plus comparables. Donc il faut vraiment, en fait, et c'est la standardisation, c'est pareil, on pourrait en faire un podcast complet, parce que c'est vraiment une des grosses problématiques. Moi, je le vois avec les membres de l'accompagnement Prime, je le vois aussi avec mes suivis. Réussir à garder un mouvement standardisé sur tout le temps, c'est extrêmement compliqué. Et forcément, plus tu avances, en fait, plus tu te rapproches de l'échec musculaire, plus tu as d'intensité, et plus en fait ton corps naturellement, déjà, il aime pas, parce que c'est pas naturel pour lui. Lui, ce qu'il veut, c'est toujours une situation confortable. Ce qu'il veut, c'est un équilibre. Plus également, il va chercher à compenser. Et plus, en fait, aussi, il va t'envoyer des signaux pour te dire « Arrête, qu'est-ce que tu fais ? Repose ». C'est pour ça que, par exemple, les jambes, c'est extrêmement compliqué parce que tu as un instinct de survie, tu vois, derrière tout ça. Tu as un instinct de survie. Et ton corps, il t'envoie des signaux qui clignotent. Il te dit « Mais repose-toi, respire, tu utilises énormément d'énergie, pourquoi tu fais ça ?» etc. Ça va contre l'instinct de survie. Et c'est pour ça que en fait, c'est très dur aussi de se rapprocher de l'échec, parce qu'il faut se battre un peu contre tout ça. Un indicateur qui, je pense, peut aider les personnes, parce que ça aussi, on l'observe sur les différentes vidéos qu'on peut recevoir de nos suivis ou même sur nos DM, c'est que votre concentrique doit être, au fur et à mesure de votre série, la plus difficile, la plus longue possible. Et en fait, si vous avez sur vos dernières répétitions une concentrique qui s'accélère, c'est que vous êtes encore loin de l'échec. Il n'est pas rare de voir, je ne sais pas, à 3 répétitions de l'échec de la personne, une répétition qui va passer dans le dur et celle d'après qui va être très facile. Et ça, en fait, c'est un manque bien souvent de standardisation, de manque de repères. Et du coup, si vous réduisez un petit peu votre amplitude, forcément, ça va fausser un petit peu la valeur de votre répétition. Ça peut être ça, ou alors une compensation. Souvent, avec un mouvement de tirage, on met un mouvement du bas du dos. Ouais. Et du coup, d'un coup, ça débloque. Mais effectivement, parce qu'il y a quelque chose qu'il faut comprendre, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Le seul paramètre qui va changer, c'est la vitesse de votre concentrique. Et en fait, la vitesse de votre concentrique, si votre mouvement est bien standardisé, vous allez voir que c'est ce qu'on appelle une belle série. Parce que, pas une vraie série, une belle série. Parce qu'en fait, une série qui est parfaitement exécutée, on voit la première vitesse de la concentrique, elle est extrêmement rapide. C'est ça. La deuxième, elle peut toujours être rapide. Et en fait, on voit que la vitesse diminue petit à petit. Il faut voir ça comme un truc un peu sinusoïdal, mais avec des... et voilà, et ça, c'est un peu moins haut. Et du coup, en fait, un indicateur que vous êtes encore loin de l'échec, c'est par exemple, ou que vous avez un problème de standardisation, c'est en fait, votre concentrique, elle ralentit,
et d'un coup, vous refaites la répétition d'après et la concentrique est plus rapide que celle d'avant. C'est ce que j'ai dit en fait. Là. Là, du coup, vous avez un énorme défaut, soit du coup, eh bien, dans la façon dont vous poussez, soit du coup, dans votre standardisation, Soit dans la compensation. soit dans la compensation. Mais quoi qu'il en soit, c'est un indicateur que vous êtes encore loin de l'échec musculaire. Tout comme parfois, ça peut le faire. Ça l'a fait tout à l'heure avec une vidéo de quelqu'un de l'accompagnement Prime que j'ai corrigé. En fait, il fait sa répétition. La concentrique est extrêmement rapide. Et d'un coup, c'était sur un tirage horizontal avec les coudes ouverts, ça bloque. Ouais. Et là, tu te dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et du coup, c'est que la série, dites-vous que même si vous avez été bloqué et que vous n'avez pas, du coup, vous avez arrêté, en fait, vous êtes encore loin de l'échec parce que votre avant-dernière, en fait, il n'y a pas eu de décroissance dans la vitesse de la concentrique et elle a directement bloqué. Le terme décroissance, en fait, c'est ça. C'est exactement ça qu'il faut retenir. Et puis après, un autre élément, c'est aussi dans la tête. Il y a une sorte de focalisation, tu sais, un peu interne sur certaines séries de personnes qui vont tellement se focaliser, je sais pas, sur le raccourcissement de leurs muscles et qui, du coup, vont sentir le pump, qui vont se brider par rapport à ça. Et du coup, ça va les gêner pour aller jusqu'au bout de la série. Et comme tu l'as dit, parfois, tu vas avoir une répétition qui va être hyper rapide sur la concentrique et celle d'après où paf, il va bloquer en plein milieu. Pourquoi ? Parce qu'il va être gêné par quelque chose et ça s'apprend, il faut aller plus loin. Autre élément que tu as dit, c'est par rapport au rest-pause. Et ça, je pense que c'est important aussi d'en parler par rapport à ce qu'on pourrait qualifier de vraie série. Et j'ai parlé un peu tout à l'heure de la vraie série qui était inscrite dans une dynamique de votre programmation. Et donc, si vous ajoutez des rest-pauses sur la séance du jour, mais que vous n'en avez pas ajouté à votre séance d'avant, eh bien, c'est que vous n'avez pas standardisé la même chose et donc que vous n'avez pas fait la même vraie série. Donc, on joue sur les mots, mais c'est aussi important, c'est que la standardisation, elle a lieu bien sûr entre chacune de vos répétitions de votre série du jour, mais elle doit aussi être standardisée par rapport à la séance et à vos séries de la semaine précédente et de la semaine d'avant, etc., etc. Il faut que ça soit comparable. Il faut que ce soit cohérent. En fait, bien souvent, l'erreur la plus fréquente que je vois sur les vidéos d'entraînement de jambes qu'on m'envoie, c'est ces fameux rest-pause. C'est-à-dire que ce soit sur le leg extension, le hack squat, la presse à cuisse, les gens font 2 reps, puis après ils font une pause. Et c'est dur, ça brûle, j'ai plus de respiration. Non, c'est juste que ta standardisation, elle est pourrie. Et ça t'empêche de t'approcher efficacement de l'échec musculaire, et 2, ça te fait accumuler énormément de fatigue nerveuse. Parce que imagine, tu prends un mouvement de hack squat, il y a beaucoup de personnes, tu sais, qui se disent « Ouais, le hack squat, ça me défonce la gueule, machin et tout. » Je suis d'accord, une série de hack squat proche de l'échec, ça défonce la gueule. Mais il y a certaines personnes qui arrivent à ne pas être à l'échec musculaire et avoir en fait, ils n'ont pas les côtés positifs de la série de hack squat, qui est la stimulation musculaire, mais par contre, ils ont tous les côtés négatifs. Parce qu'en fait, ils commencent leur série, ils vont faire 2 reps, puis ensuite, ils vont faire une pause pour reprendre leur respiration, se replacer, machin, etc. Ils vont refaire une répétition de plus, puis ils vont remonter, 10 secondes de pause à nouveau, puis ils vont faire ça, comme ça. Et en fait, à chaque fois qu'ils vont se reposer, du coup, leur quadriceps va se reposer aussi. Et du coup, en fait, tu vas observer que la concentrique, elle va diminuer. Enfin, la vitesse de la concentrique, elle va jamais vraiment diminuer. Ouais, c'est la rest-pause. Et c'est ça, en fait. On sait que l'indicateur, parce qu'en fait, tout à l'heure, on a dit 0 à 5 répétitions de réserve. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que le driver principal de l'hypertrophie, c'est la tension mécanique. Et là où tes fibres musculaires expérimentent le plus de cette tension mécanique, c'est en fait quand la vitesse de la concentrique diminue. C'est là où en fait la série est la plus efficace. Et si du coup à chaque fois tu fais un rest pause et que la vitesse de ta concentrique ne diminue jamais vraiment à cause de ça, en fait tes fibres n'expérimentent jamais vraiment cette tension mécanique. Mais par contre à côté tu as toute cette fatigue nerveuse que tu accumules à cause de tes rest pauses. Et surtout en fait c'est extrêmement dur à traquer parce que sur ta semaine 1 par exemple tu vas prendre 3 ou 4 rest pauses. Au cours de ta série. Tu fais 6 reps, tu prends 3 ou 4 rest pauses. Mais en fait, tes rest pauses, souvent, tu les quantifies pas vraiment.
C'est-à-dire que tes resposes, Tu les qualifies de respose et après, tu as aussi le mini respose. Et Ouais. donc après, du coup, tu sais plus. Mais surtout, ce que je veux dire, c'est que, en fait, tu les standardises pas. C'est-à-dire que jamais entre tes répétitions, tu fais 1, 2, 3. Tu sais, tu comptes des secondes. Donc, au final, tu peux avoir des resposes qui vont durer 10 secondes, mais la semaine d'après, ça se trouve, ils vont durer 15 secondes. Tu vois. Et au final, de semaine en semaine, déjà, tu n'as pas une bonne proximité de l'échec. Donc, tes séries sont moins efficaces. 2, tu as énormément de fatigue. Et 3, au final, tu ne progresses pas vraiment. Parce qu'en fait, est-ce que tu progresses parce que tu prends du muscle ou est-ce que tu progresses parce qu'en fait, juste tes resposes sont toujours de plus en plus longs ou de plus en plus nombreux. Et ça, c'est vraiment une grosse problématique. C'est pour ça que je le dirai jamais assez, mais il faut apprendre à masteriser les répétitions continues. Et ça, c'est un skill, c'est un talent. C'est compliqué. Et encore une fois, quand tu regardes quelqu'un qui a un mouvement qui est vraiment bien standardisé, C'est beau. c'est beau. Pourquoi ? Parce qu'il est justement en répétition continue. On vous voit les mecs qui postent des séries de squats ou de hack squat ou de presse et tu sais, entre chaque Il y a répétition, un petit cut. t'as un cut. Pourquoi ? Parce que le mec, il prend un respose de 10 secondes. Mais les gars, on vous voit. On vous voit. Et tu sais que c'est beaucoup moins efficace. Et je me souviens... C'est pas que c'est beaucoup moins efficace, c'est que dans le temps, parce que faire des resposes, et je pense qu'on pourrait y venir après, c'est bien. Mais par contre, il faut bien le codifier, il faut bien que ça soit inscrit dans ta programmation. C'est juste que ça va. C'est un peu comme comment on appelle ça, une épée de Damoclès au-dessus de ta tête. Tu sais que le respose, il te permet de faire une putain de série, tu peux aller vraiment chercher de la rep, etc. Par contre, tu sais que c'est un truc qui va pas te permettre de faire encore 40 semaines de cette façon-là. Parce que tu sais que si tu fais ça sur tous tes exercices, au bout d'un moment, ça va te choper le respose et ça va te mettre par terre, ça va te mettre des grosses mandales parce que tu vas pas pouvoir récupérer correctement. Après, encore une fois, je mets un petit disclaimer avant de continuer avec une petite anecdote, mais le respose, c'est une technique d'intensification. On ne dit pas qu'elle est mauvaise, mais c'est juste que si tu commences à l'appliquer de façon non planifiée sur chacun de tes exos, c'est là où c'est problématique. Mais si par contre, tu te dis, OK, je sais pas, par exemple, mon curl pupitre, voilà, sur ma dernière série, je fais un double respose de 20 secondes. C'est quantifié. Tu en as 2 et tu sais que tu vas le retrouver chaque semaine sur ta dernière série. Là, c'est OK. Tu vois, là, tu utilises correctement le respose. C'est juste que, encore une fois, le respose, c'est un outil. Mais tu vois, c'est un peu comme si c'était un tournevis. Ton tournevis, tu peux très bien l'utiliser du côté cruciforme pour rentrer tes vis. Mais si tu le tournes et que tu le mets de l'autre côté, tu vas voir que ça va beaucoup moins bien marcher et que ton tournevis, il sert à rien. Même, c'est contre-productif. C'est exactement la même chose avec le respose. Tu peux utiliser le respose de la bonne façon, donc avec ton tournevis du bon côté, ou tu peux aussi utiliser le respose comme une brelle et c'est ton tournevis du mauvais côté. Maintenant, j'aimerais revenir parce que j'ai une petite anecdote qui m'est revenue tout à l'heure. Quand j'ai commencé la musculation, quelques années après, à l'époque, et ça se fait encore, vous pouvez trouver ça sur Internet, mais il y a des calculateurs de 1RM. C'est-à-dire que tu tapes calculateur de 1RM, squat, deadlift, développé couché. Et en fait, ça te dit combien tu mets pour faire tant de répétitions. Par exemple, 3 reps, 5 reps, 10 reps, etc. Ouais, tu as des grands tableaux. J'ai plus le nom du gars qui avait démontré ça, mais oui. Et ça te dit, tu peux faire une répétition à temps. Et encore une fois, il y a quand même quelques spécificités. Mais globalement, on va dire qu'à 90% du temps, même 95% du temps, c'est juste. Pas mal, ouais. Et en fait, si vous faites ça, la plupart des gens qui l'ont utilisé diront toujours que c'est faux et que les tableaux ne marchent pas, alors que ça a été vérifié. Et en fait, pourquoi ? Quand les gens disent « Regarde, je fais 3 reps à 150 au squat et ça me dit que je dois faire une rep à 175, sauf que quand je mets 175, je reste en bas. » Et en fait, quand tu regardes les 3 reps du mec... Il y a des respos entre chaque. Voilà, c'est ça. C'est en fait, il va faire une rep au squat, 15 secondes de pause, une rep au squat, 15 secondes de pause, et il va faire ça 3 fois. Et techniquement, ça se trouve que ces 3 reps ne seront pas super belles non plus. Et en fait, pareil, ça revient à la standardisation, c'est-à-dire que si sur le tableau tu t'y fies, il faut que si tu partes du principe que si tu te bases sur les 3 répétitions pour connaître ta mono, ta rep max, eh bien, il faut que tes 3 reps soient standardisées entre elles et qu'il n'y ait pas de respo. Sinon, c'est sûr que c'est biaisé.
C'est ça. Et du coup, en fait, il y en a plein, mais vraiment plein. Parce qu'il y a une époque, c'était très populaire. Et du coup, on le faisait tous. Et tu voyais bien, en fait, en fonction des résultats, ceux sur qui ça marchait. Quand tu les voyais faire un 3 reps, c'était 3 reps continus. Et ceux sur qui ça marchait pas, quand c'était 3 reps, c'était 3 reps avec des rest-pauses. Et ça marchait sur le bench, ça marchait sur le deadlift, ça marchait sur le... Et du coup, après, ils se plaignaient. Ouais, ça marche pas, un outil de merde, gna gna gna. Bah non, c'est juste que, encore une fois, tu n'utilises pas correctement l'outil. Moi, je m'en rappelle quand je faisais mes études à Guéret, il y avait une salle de sport où il y avait des crossfitters, il y avait aussi des powers. Et il y en avait un qui faisait un small-off. Et donc, pour commencer, donc le small-off, c'était un gros programme pour le squat d'un compétiteur assez nommé, hein, qui justement avait démocratisé un protocole pour être très fort sur le squat. Et pour commencer le programme, il fallait que tu détermines un petit peu tes charges de départ. Et tu avais un protocole, je ne l'ai plus exactement en tête, pour justement savoir où est-ce que tu te plaçais. Et même chose. Je me rappelle très bien qu'il y avait une personne qui avait surévalué du coup ses capacités d'entrée dans le protocole, donc en gros qui avait fait beaucoup de respo, qui n'avait pas forcément une super technique et qui en fait avait commencé le small-off et qui en fait au cours du programme, parce qu'il est rudasse, hein, je crois qu'il y a parfois 3-4 squats hebdo, il s'était fait déjà il n'avait pas réussi à aller chercher les perfs et puis, en plus de ça il s'était fait mal. Donc quand il y a des programmes tout faits, etc., basés sur des pourcentages, si vous voulez partir là-dessus, parce que ça peut être une bonne base d'essayer, par exemple, fidélisez-vous vraiment à quelque chose de standard au niveau du, comment on appelle ça, des prémices. J'arrive pas à trouver le nom du truc, mais du protocole de départ, en gros, pour après vous lancer vraiment correctement dans la programmation. On a fait une belle virgule là avec les resposes. Mais je pense que c'était intéressant. Tout ça pour dire que la standardisation pour une vraie série, c'est très important. C'est vraiment un paramètre qui va être ultra important. Et la standardisation, ça englobe beaucoup de choses, hein. Ça va être la mise en place, les réglages, les tempos, l'amplitude. Tout ça, voilà, ça fait partie de la standardisation. Et si tu n'es pas au point sur ça, c'est-à-dire que si ta standardisation, parce que c'est ça aussi souvent, on observe, moi je le vois bien, si tu veux, en fait, une façon très très simple de savoir si tu as pris du muscle ou pas, c'est tu te filmes, tu vas à la salle, on reprend la presse à cuisse, tu fais ta presse à cuisse, tu mets, 5 plaques par côté et tu te filmes, tu fais 10 reps. Si dans 20 semaines après, tu reprends cette même presse à cuisse, mais cette fois-ci tu mets 6 plaques, et quand tu te filmes et que tu compares les deux vidéos, tu as exactement la même technique, tu es sûr à 100% que tu as pris du muscle. Il faut standardiser. Il faut, calquer. En gros, il faut que tes deux vidéos soient identiques. Mais bien souvent, en fait, ce qui se passe, c'est que les gens négligent cette standardisation. Au profit de la charge. Et c'est pour ça que, en gros, tu te retrouves avec, quand tu compares les vidéos, tu te retrouves avec quelqu'un qui a une bonne standardisation, par exemple, au début, et qui, à la fin, tu vois, il y a des rebonds dans tous les sens, ça va plus du tout. Et en fait, quand là, tu compares, tu te dis, est-ce qu'il a pris du muscle ? Tu peux pas dire oui à 100%. Parce que c'est possible qu'il y ait eu quand même quelques adaptations qui ont été faites, mais en fait, tu te dis, est-ce qu'il a progressé en charge parce qu'il a dégradé sa technique, ou est-ce qu'il a progressé en charge parce qu'il a pris du muscle ? Et alors que si ta standardisation, elle est toujours identique, tu peux être sûr que tu as pris du muscle. Et ça, c'est quelque chose qui revient souvent quand les gens regardent mes vidéos, par exemple, d'entraînement sur Insta ou sur YouTube. Ils me disent « Oh, Denis, tes mouvements, ils sont toujours bien contrôlés, machin et tout. » Pourquoi c'est beau, hein, c'est vrai que c'est de l'art, une belle série. Hein. Pourquoi tu fais ça ? Parce qu'en fait, ma standardisation, elle est comme ça. Et si tu regardes ma standardisation, un instant T, par exemple, tu prends mes séries de mes premières vidéos de Road to Prime en janvier, et mes séries du coup des vidéos que je sors en ce moment, la technique c'est la même. Par contre, la charge n'est absolument pas la même. Et là tu te dis, est-ce qu'il a pris du muscle ? Mec, tu sais la réponse. Tu sais la réponse. Alors que si du coup tu n'as pas cette bonne standardisation, malheureusement tu peux jamais être vraiment sûr que tu prends du muscle. Et en fait, quand tu fais ça,
quand tu standardises bien et que tu compares, en fait, ça t'enlève une partie du doute. Parce que c'est ça, en fait, la plupart des gens, quand ils prennent des décisions de merde, quand ils font de la merde en musculation, c'est qu'ils doutent. Ils savent pas s'ils prennent du muscle. Et en fait, une des façons très simples de t'enlever le doute et d'être sûr que tu prends du muscle, ça passe justement par ça, par la standardisation de tes mouvements, la comparaison de tes mouvements et du coup la certitude que tu as pris du muscle, parce que en fait, la seule chose qui a changé, c'est la charge en plus que tu as ajoutée. Et ça, c'est très important. Et c'est pas quelque chose qui se fait sur le court terme, c'est quelque chose qui se fait sur le long terme, mais c'est un moyen fiable à 100% de savoir que tu as pris du muscle. Et quand tu fais ça, ça dissipe absolument tous tes doutes sur le fait que ce que tu fais, c'est de la merde, ou que ce que tu fais n'entraîne pas une prise de muscle, etc. Tu vas sur ta chest press, tu mets 3 plaques, tu reviens plus tard, 6 mois plus tard avec 5 plaques et toujours la même technique, je peux t'assurer que tes pecs, ils n'auront plus la même gueule. Mais c'est sûr que si ta technique, elle est bancale, elle est foireuse, que tu fais une exécution de merde, te plains pas de pas avoir de pecs, quoi, et de pas en avoir pris sur la période. C'est ça, hein, ça passe vraiment par des repères fiables. On a parlé beaucoup des repères au niveau du corps, mais tu l'as dit aussi par rapport aux repères de la machine. Et je refais encore mon lien avec les précédentes séances de votre programmation. Vous devez à chaque fois avoir les mêmes repères. Je pense à la presse à cuisse. Vous devez toujours avoir la même inclinaison au niveau de votre dossier, les mains au même endroit, la position des pieds par rapport aux traits sur le plateau, si vous avez des traits sur le plateau pour vous repérer. Parce que si, au fur et à mesure de votre progression, donc au fur et à mesure de vos séances, vous remontez petit à petit vos pieds, vous n'avez pas les mêmes repères de progression, donc on va dire qu'elle est biaisée et peut-être même que ça ne conduit pas à la même stimulation musculaire de base. Donc vraiment, ça passe par les repères du corps, mais les repères aussi techniques de vos machines, et ça doit être inscrit dans votre dynamique de programmation. Donc là, si on fait un petit récapitulatif, une vraie série, c'est une série où du coup, il va y avoir une certaine préparation avant de faire cette série. Pourquoi pas, du coup, préparation qui va permettre la mise en place de la standardisation. Ensuite, du coup, une vraie série, c'est une série qui va avoir une standardisation impeccable, et ça au fil du temps. Et enfin, une vraie série, c'est une série qui va être suffisamment proche de l'échec. 0 à 5, du coup, RIR. Comment on peut... Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter sur ce qu'est une vraie série ? Et oui, parce que du coup, j'ai introduit du coup cette thématique avec la charge. Et jusque-là, on n'en avait pas parlé parce que la charge, en fait, elle vient après avoir bien installé tous les repères de standardisation et d'intensité. La charge, c'est un petit peu votre fil conducteur également pour vous permettre chaque semaine de vous stimuler, d'augmenter la résistance que vous allez avoir. Et si avant, moi, je mettais la charge avant tout le reste, eh bien, aujourd'hui, je la mets à la fin de tout ce qu'on a pu énumérer. Et en plus de ça, ça suit bien la discussion. La charge, l'augmentation de la charge de manière progressive et douce, au fur et à mesure de vos semaines d'entraînement, fait partie de ce qu'on appelle aujourd'hui la vraie série. Donc voilà, essayez de toujours faire un petit peu mieux, qu'il y ait cette cohérence dans la suite logique de vos entraînements. Et pour moi, c'est une belle façon de terminer la définition de la vraie série. Alors moi, j'élargirais quand même. C'est-à-dire qu'une vraie série, je ne dirais pas que c'est une série où il y a plus lourd, je dirais que c'est juste une série où il y a eu une progression par rapport aux semaines d'avant. Là, il y a 2 choses qui sont importantes. La première, c'est la notion de progression. Et la deuxième, c'est par rapport aux séances d'avant. Et ce n'est pas par rapport à la séance d'avant. Oui, aux séances d'avant. Ouais. C'est-à-dire on peut que... ne pas toujours exactement, réussir. Oui, tout à fait. Exactement. Parce que certaines personnes sont obsédées sur le fait de faire mieux à chaque fois par rapport à leur série de la semaine d'avant. Oui, mais il faut aussi. Et encore une fois, oui, ça peut t'arriver de progresser de séance en séance. C'est très agréable. Et ce que je veux dire, c'est que ça ne doit pas t'obséder au point de, par exemple, ruiner ta standardisation et du coup modifier ta technique. C'est ça, en fait. Il ne faut pas rusher la progression, il faut la savourer quand elle se présente à toi. Tu sais, on disait ça, il faut savourer ta progression et il ne faut pas que ça devienne en fait le goal principal. C'est pour ça que dans la discussion, l'augmentation de la charge vient à la fin et que du coup, il ne faut pas mettre la petite plaque en plus ou le petit 2,5 en plus.
avant la standardisation, le respect du coup de tous ces facteurs-là, parce que c'est sûr que du coup, vous allez privilégier quelque chose qu'il ne faut pas au premier abord. D'autant plus que la progression, elle peut se faire via la charge, elle peut se faire via l'augmentation du nombre de répétitions, elle peut se faire via un RIR différent. Exemple, la semaine d'avant, la séance d'avant, vous avez fait la même série avec une RIR, et cette fois-ci, vous faites la même série mais avec 3 RIR. Donc potentiellement, vous avez gagné 2 répétitions. C'est très très juste. Sauf que vous n'avez pas été les chercher. Pourquoi ? Peut-être par rapport à la gestion de la fatigue. Bref, il y a plusieurs stratégies et vous n'êtes pas toujours obligé d'aller les chercher toutes les répétitions, etc. Encore une fois, ça dépend de beaucoup de facteurs et ça pourrait être le sujet d'un podcast. Et après, ça peut aussi être d'autres types de progression. Par exemple, le poids sur la barre ne bouge pas, le nombre de répétitions ne bouge pas, la charge, les RIR ne bougent pas, mais par contre, ce qui a bougé, c'est vous. C'est-à-dire que Le poids de corps, par exemple. Exactement, c'est-à-dire que la fois d'avant, tu faisais 90 kilos et cette fois-ci, tu en fais 89. Bah, félicitations, mec, tu as perdu 1 kilo et tu as gardé tes charges. Tu vois. Et tu as gardé ta technique et c'est une progression. Tu vois. On peut reprendre exactement tous ces facteurs-là en disant que tu as fait match rep partout, que tu as fait que tu avais les mêmes repères, que tu as fait même RIR, même répétition, même charge, etc. Par contre, d'un point de vue général de ta séance, à l'échelle de ta séance, tu as progressé sur les autres mouvements, mais tu as fait match rep sur celui-ci. Bah, ça reste quand même une progression à ta séance parce que tu as pu maintenir tes performances, mais par contre, tout le reste a augmenté. Donc, c'est aussi une forme, c'est un peu tiré par les cheveux, mais c'est aussi une forme de relativisme pour se dire, OK, faut pas s'arrêter à juste la donnée de ton set de travail. Tu peux progresser très bien sur une série, mais pas sur, je sais pas, tes 2 ou 3 séries que tu as prévues par exemple pour l'exercice. Et ça peut être aussi ne pas avoir progressé sur tes 3 séries, mais par contre avoir progressé à l'échelle de ta séance sur les autres exercices. En fait, moi je le vois bien quand je fais des check-in pour mes clients. C'est très simple, donc c'est le bilan avec les photos, etc. Quand j'ai des gens qui sont en général dans une phase de prise de muscle, quand je compare le logbook, je regarde le logbook et il y a sur le long terme, donc tu prends un comparatif de 8-10 semaines et tu vois que toutes les perfs montent sur cette période. Et à côté de ça, quand tu compares les vidéos qui me sont envoyées, tu vois que la technique reste identique. Quand tu prends quelqu'un qui est en déficit calorique, alors souvent c'est plus sur les phases de déficit calorique quand elles commencent à durer un peu ou que le body fat commence à être un peu bas, quand tu fais la même chose, tu vois que les performances ne bougent pas. C'est-à-dire que tu regardes le logbook, tu prends par exemple logbook semaine 35, logbook semaine 45, les perfs sont identiques. Tu compares les vidéos sont identiques. Ouais. Le seul truc qui change, c'est les vêtements, tu vois. Et le gars qui est beaucoup plus shreds aussi. Et en fait, quand tu regardes par contre le poids, tu vois que le poids là, il a diminué. Et c'est ça. Le logbook, en fait, c'est un indicateur. Et pareil, si tu veux savoir si tu perds du muscle en déficit calorique, alors encore une fois, ça ne s'applique pas toujours parce que parfois, tu as des changements dans tes leviers, etc. Mais un bon moyen pour savoir que tu n'as pas perdu de muscle, peut-être même que tu en as gagné, c'est si tu commences, en fait, si tu as des perfs à 100 kg de poids de corps et si tu as les mêmes perfs à 80 kg de poids de corps, avec la même technique, encore une fois, c'est très 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 important, même technique, même standardisation, en fait, tu peux être sûr que tu as conservé ton muscle, voire même que tu en as gagné. C'est même une très belle perf. Ah, c'est incroyable comme... Tout à fait. C'est incroyable. Et si ces perfs ont augmenté, parce que ça arrive aussi, j'ai beaucoup de suivis avec lesquels ça fait ça, c'est que mec, tu as fait une jolie recomposition corporelle et que tu as pris du muscle tout en perdant du gras. Et là, tu as le beurre, l'argent du beurre, le cul de la crémière. Et ses copines. Et toutes ses copines. Et les copines. Gaspard, arrête. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter, mon frère, sur ce qu'est une vraie série ? Alors ouais, tu me connais, je suis un peu philo là-dessus. Je dirais que tout ce qu'on vient de donner, en fait, c'est des tendances à avoir. C'est-à-dire qu'il faut viser à avoir tous les éléments pour faire une vraie série. Mais on sait aussi que parfois, on peut ne pas toujours être parfait ou dans les clous. Et il faut juste aussi faire preuve un petit peu parfois de flexibilité et vous dire qu'il y a toujours parfois une petite perte tolérable. Mais ne mettez jamais la charrue avant les bœufs, donc la charge avant le reste. Je
Je pense que c'est le message un petit peu de cette vraie série. Donc, si on fait un récapitulatif, On dit un récapépète. un récapépète, comme dirait Rémi, la première chose, c'est la préparation. La deuxième chose, c'est du coup, L'inscription de votre série dans votre programmation. Votre proximité à l'échec entre 0 et 5. Alors, c'est la préparation, la standardisation, la proximité de l'échec et enfin la progression. Ouais. Voilà. C'est résumé plus simplement comme ça. T'es bon pour ça, t'es bon. Très bien, mon frère. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter ? Non, rien de plus. Si, un petit message pour toutes les personnes qui prennent de mes nouvelles par rapport à mes genoux. Je reçois des messages en me disant putain, j'espère que les genoux vont bien. C'est gentil. Pour ceux qui ne savent pas, je me suis croûté la gueule d'une échelle et je me suis bien ramassé au niveau des deux genoux. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que ça va quand même beaucoup mieux. Mes entraînements jambes se font sans douleur. J'ai des examens la semaine prochaine pour passer des radios. Donc voilà, je vous envoie plein de bonnes choses. Merci pour votre soutien et vos petits messages. Dans la vidéo de ce soir qui sort sur la nouvelle vidéo de Build My Gym, vous voyez Rémi mettre des grands coups de pied dans le mur pour le péter. Ah ouais, Je peux vous dire que les genoux vont bien. Moi, je vous le dis, il n'y a pas besoin de radio pour vous dire que s'ils sont en bonne santé. Plus de peur que de mal, mais quand même. En tout cas, ouais, merci à tous pour les messages que vous envoyez à ma sœur. Ça me fait plaisir aussi. Ça faisait longtemps ça, ma sœur. Bref, mon frère, tu prépares le jingle. Yes. Comme d'habitude, on vous remercie pour votre écoute et on vous dit à très bientôt dans un prochain épisode. Désolé. Y a pas- Putain, chaque fois, j'arrive. Il faut qu'on le mette sur la table. Il n'y a pas un jour où tu vas l'envoyer correctement. Putain, j'ai une chose à faire. Je l'ai fait mal. Et on vous dit à très bientôt dans un prochain épisode du Zero RR Podcast. Les frères gallois. Denis sauce piquante. 0 RR Podcast. Rémi le guacamole. Les frères gallois. Salope de Brigitte. 0 RR Podcast. Turbo Cali, turbo balèze. Le beurre, l'argent du beurre et le gros cul de la crémière. Salope de Brigitte. On récapépète. 0 RR Podcast. Les frères gallois. Ça claque sa mère. À bientôt.